Bonjour à tous. Eh bien, bienvenue chez nous, à la maison du CALD. Donc, nous sommes heureux de pouvoir répondre à ce petit questionnaire qui nous a été soumis donc, par des internautes, des Facebookiens. Et voilà, ben, on va se faire un plaisir d'essayer de vous répondre. Alors on va commencer par la première question qui est de Sébastien Monfils Balduzi. Alors la question c'était: comment devient-on enquêteur paranormal et est-ce qu'il existe des formations, des stages? Si oui, où? À toi de dire, on te laisse répondre. Alors eh bien déjà, faut être malade mental et s'entourer de personnes complètement débiles. Non, je déconne. Alors déjà, il n'y a pas de formation ni de stage, déjà. En même temps, vous voyez mal une école consacrée au paranormal pour le moment, vu la façon de penser des Français vis-à-vis de cette chose. Et comment devient-on enquêteur paranormal? C'est-à-dire, bien, il faut déjà être passionné par ça, et puis rejoindre une équipe avec des personnes beaucoup plus expérimentées, histoire de se mettre dans le bain, si on peut dire. Alors, deuxième question de Regard Paranormal. Alors, Regard Paranormal nous demande: pourriez-vous nous expliquer un peu plus le sens et l'origine d'un fantôme? Bonne question. Alors, qu'est-ce qu'un fantôme? Ou une entité, ou peu importe la manière dont on l'appelle, hein. Alors, un fantôme, c'est tout simplement quoi? C'est une personne qui est décédée déjà, premièrement. Et c'est mieux. Déjà, il faut être décédé. Aurait du mal. Voilà, donc c'est une personne qui est décédée et qui serait coincée entre deux plans. C'est une personne qui n'aurait pas rejoint ce qu'on appelle la lumière, le paradis, peu importe comment vous l'appelez, suivant votre religion. Voilà. C'est différent. Donc, coincée sur notre plan, et tout simplement aussi parce que une personne, quand elle décède, met environ 40 jours, plus ou moins 40 jours, pour quitter son corps éthérique. C'est quoi le corps éthérique? C'est tout simplement le corps que l'on a de notre vivant, que l'on a sur la terre, sur notre plan. Donc pendant ce temps-là, pour plusieurs raisons, soit par vengeance, par envie de rester dans notre plan parce qu'elle est attachée soit à sa maison, soit à une personne, un objet, qu'importe, ou elle n'a tout simplement pas fini un travail sur Terre, décide de rester là et de ne pas rejoindre la lumière. Donc voilà, ça serait plus ou moins le sens d'un fantôme. Ce serait un peu le sens qu'on donne en général, puisque chacun peut donner son avis, son opinion et son point de vue là-dessus, puisque c'est tellement, le sujet est tellement compliqué à cerner et on ne sait même pas si on connaît. Et surtout que les origines diffèrent selon les religions et autres croyances. Un chrétien va pas penser forcément la même chose qu'un musulman ou un bouddhiste ou un juif ou... Voilà, ça après c'est une question théologique de religion, donc c'est un peu compliqué. Voilà. Pour faire simple, c'est tout simplement une personne décédée qui est restée dans notre monde. Question de Karine Mayou Dalla Favera. Avez-vous déjà eu peur? Avez-vous déjà eu quelques appréhensions? Bon, alors moi je dis de suite ça, on peut pas le dire, secret professionnel. Ouais, non, on est trop fort, on est trop bon, non, pas peur. Secret professionnel, désolé, on peut pas le dire. C'est bête. Question suivante. Non, allez, on va être sympa, on va lui répondre quand même, pas abuser. Alors, à le dire, est-ce que tu as déjà eu peur? Des peurs, quoi. Non, je suis trop grosse fort. peur. Non, je suis trop fort. Non, sérieusement, une seule fois au bunker. Ouais. C'était quoi ton truc? C'était quoi la peur que t'as eu? Légèrement au-dessus d'une pente, juste avant l'entrée, disons que je me fais un peu tirer les cheveux, pincer, qu'on tombe limite on tombe de la montée et qu'à la fin on voit carrément la bouteille de coca qui se renverse et tout seul. Genre poltergeist, les chaises qui montent. La terre qui descend. Non, mais vraiment le truc de. Non, vraiment c'était flippant le bunker. Ou genre dans le bunker on entend des bruits de pas, des trucs de fou. Enfin, franchement c'était l'expérience la plus flippante. Mais je crois qu'en plus que c'était ta première expérience, toi. En plus c'était ma première enquête, j'ai commencé bien. Alors les parents super sympas, hein. Non, mais Ils enrôlent leur fils dans une équipe et pour sa première expérience l'envoient dans un bunker. Déjà pour répondre à Karine, avez-vous déjà eu peur? Ce qui serait plus flippant, c'est qu'on n'ait pas peur. Car la peur est une bonne chose quand elle est maîtrisée. Or quand on n'a pas peur, c'est très mauvais car on a trop confiance en soi. Très bonne question, mon fils. Très bonne réponse. Très bonne question, très bonne réponse, pardon. Thierry, à toi, est-ce que tu as déjà eu peur? Moi j'ai pas peur. Toi tu crains des gaines, toi. Je crains des gaines. T'es trop bon, t'es trop fort. Non, peur, non.
grosses peurs, non, j'ai jamais eu. Des appréhensions, oui, des fois c'est. Mais des grosses peurs. Même pas au bunker. Non, bunker appréhension, oui. Bunker appréhension parce que on se retrouve, on est confiné, il se passe des choses. Claustrophobie. Non, c'est le climat, l'ambiance qui règne, qui donne une appréhension. Voilà, autrement de grosses peurs, non, j'ai pas eu cet honneur. Désolé. Okay. Alors moi, me concernant, j'ai eu très peur. Voilà. Au bunker, j'ai eu très peur. Au point qu'au départ, je voulais plus rentrer. Et le pire, c'est que c'est celle qui a la, on va dire, je vais pas dire la plus grande réputation, mais qui a vraiment la réputation d'être quelqu'un de paranormal et tout. Non mais paranormal girl quoi. Et j'adore. C'est toi qui as cette réputation vis-à-vis du groupe. Et le pire, c'est que c'est toi qui as eu le plus peur. Moi, j'ai eu très peur parce que ça a commencé déjà dès l'extérieur. Donc, quand on commence à se faire taper, qu'on commence à se faire pincer, tirer des cheveux, ça donne pas franchement envie de rentrer à l'intérieur. Donc, on se demande que ça va être le niveau suivant. Voilà, exactement. Et vu pour le coup, vu comment a été fait le lieu, une entrée qui est également aussi une sortie, on se dit si ça nous empêche de sortir, on est mal. c'est vrai que c'est flippant. Voilà, donc voilà, c'était vraiment l'enquête, pour l'instant du moins, où j'ai eu vraiment le plus peur. Très bien. Question suivante. Ok. Okay. Question de... Ah, c'est question de mon pote Frédéric Benamou. Alors, c'est une question qui est pour moi. Wow. Alors, Odile, j'aimerais bien connaître ta première fois. Là, sérieux Frédéric, t'abuses. Non, je ne dirais pas que c'était ma première fois, franchement. Ah pardon, j'avais pas lu, excuse-moi. Odile, j'aimerais bien connaître ta première fois dans tes histoires paranormales. Ah pardon, d'accord, ok. Alors, alors c'était quoi mes premières fois dans mes histoires paranormales? Ça a commencé bien avant que nous montions notre équipe d'enquêteurs, donc le CALD. Et bien avant que je sois là. Et bien avant que tu naisses surtout, oui. Ça a commencé par des phénomènes dans notre maison. Une de notre première maison d'ailleurs. C'est vieux d'ailleurs, hein, ça remonte il y a combien de temps? 70 ans. 20 et quelques années. Voilà, et donc ça a commencé comme ça a commencé par des phénomènes qui m'ont bien foutu la trouille. Vraiment, au point où Thierry, qui travaillait à ce moment-là, m'a retrouvée enfermée dans la voiture. Je m'en rappelle celle-là. Parce que j'avais vu des trucs dans la maison. Mais c'est le coup où j'étais là. Ouais, là par contre c'était le coup où tu étais là. Ouais. C'est le coup où j'ai carrément vu la chaise de bureau qui tournait et le creux dans le lit, qu'à la fin j'étais limite en train de péter un plomb. Ouais, voilà. Donc ça a été vraiment l'histoire qui a fait que, une fois la peur passée, on a décidé d'essayer de voir un peu plus loin et de comprendre en fait que pouvaient être tous ces phénomènes. Voilà. Question de Lalou. Pour Thierry. Comment démystifier les faux phénomènes sur Internet? Alors déjà, il faut arriver à les démystifier, pas que sur Internet. Très difficile quand c'est bien fait. Sur des fakes qui existent, le montage des fois est très bien fait. Bon, après, il y a des paramètres, des problèmes techniques qui sont décelables. Si on peut se fier déjà aux incohérences de montage, bon, après il y a des fakes qui sont très mal faits, connus. Ouais, les vieux, ceux qui datent des années 50 ou 40. Ouais, il y en a que. Voilà. Mais après, tu as aussi ceux qui sont. C'est très compliqué. Voilà. Tu as aussi les fakes très mal faits. Hein. Faut dire, il y en a. S'il y en a qui font des fakes parmi nous, sans déconner, enfin parmi ceux qui nous regardent, je veux dire. Franchement, sans déconner, des fois, arrêtez. Ouais, je le dis. Hein. Sans déconner, ça se voit à 3 mètres. Voilà. Donc, ou alors, il y a une solution simple aussi, c'est arrêter d'essayer de chercher des réponses sur Internet en regardant différents clichés, etc. Si vous avez confiance dans une équipe d'enquêteurs en particulier, je ne vais pas citer de nom, hein, vous avez vos propres équipes, vous restez fidèle à une équipe en laquelle vous avez confiance. Voilà. Au moins, vous pourrez vous dire, ils ne vont pas nous servir sur un plateau des photos de fantômes complètement absurdes ou de PVE ou autre. Après, il y en a carrément, ils sont pas contents. Il y en a, ils se disent, ouais, il y a que
2 enregistrements intéressants. Bah oui, mais en même temps... Oui, il vaut mieux avoir deux enregistrements intéressants, mais des vrais, plutôt que voilà, voilà. que 50 photos ou 50 enregistrements bidonnés de toutes pièces. Voilà, Lalou, c'était une question qui est très difficile à répondre. Voilà. Je pense que tu as essayé de faire de ton mieux. Bah oui, c'est compliqué, c'est compliqué. Hein. On peut se fier qu'au faux raccord, choses comme ça. Bon, après, il y a vraiment, comme je me répète, le fake. Comme dit à le dire, c'est bon. Au suivant. Voilà. Bah, en plus, il est vrai qu'il n'existe pas de logiciel pour essayer de tirer le vrai du faux. Hein. En même temps, ça peut... même il y a même les machines... Il y a des photographies, même anciennes, hein, voilà. qui étaient en argentique à l'époque et qui sont encore... qui sont encore sujets à controverse actuellement. Même les scientifiques n'arrivent pas à prouver qu'il y a eu un montage ou pas. Donc à l'heure du numérique... Par contre, toutes ces années pour devenir super scientifique et tout ça pour à la fin même pas réussir à y arriver. Quoi. Ça s'appelle être frustré, ça. Alors, question de Mélissa Laura. Pourquoi vous êtes-vous lancé dans ce type de métier? Alors déjà, le métier d'enquêteur paranormal, ça n'existe pas. Alors, nous ne gagnons pas notre vie grâce au paranormal. Et il n'y a pas de diplôme, comme il n'y a pas d'école qui descendent des diplômes d'enquêteur en paranormal ou de chasseur de fantômes. Donc, c'est une passion, déjà, en premier lieu. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'est lancé dans ce type, dans ce type d'activité? Alors, tout simplement par passion du paranormal, déjà, premièrement. Parce que si on n'est pas passionné, on va très très vite arrêter. Voilà, déjà, parce que faire des enquêtes, passer des nuits debout dans des endroits où on se gèle, où il ne se passe pas forcément quelque chose, on a vite fait de s'ennuyer. Donc si on n'est pas passionné, on arrête tout de suite. Alors pourquoi est-ce qu'on s'est lancé dans ce type de métier, dans cette passion-là? Tout simplement aussi suite à nos... c'est suite à nos expériences. À nos expériences personnelles. Qui ont titillé notre curiosité de savoir d'où proviennent ces phénomènes, est-ce qu'on peut l'expliquer, est-ce qu'il y a réellement une vie après la mort, voilà. Est-ce que... toutes ces questions qui en fait voilà. se posent depuis... c'est une passion. Il y en a qui collectionnent des timbres, nous c'est plutôt les clichés. Non, on essaye de collectionner les fantômes. Voilà, donc c'est une passion comme une autre. Voilà. Et toi, à dire pourquoi tu t'es lancé là-dedans? Franchement, j'arrive pas à dire pourquoi, j'ai pas vraiment de raison, c'est que je le fais parce que j'ai envie de le faire, c'est tout. La réponse la plus simple de l'histoire. Non, mais voilà. Alors on va continuer avec Adeline Grotte-Mac. Comment faites-vous pour ressentir la présence d'une entité? Ça c'est une bonne question. Alors déjà je vais demander à mes deux compères, comment vous faites pour ressentir la présence d'une entité lors d'une enquête? Déjà, est-ce que vous les ressentez? C'est déjà la question. Alors déjà pour ressentir, ou tenter de ressentir une éventuelle présence d'une éventuelle entité. C'est beaucoup d'éventuels. Il faut éventuellement se concentrer, se détendre et méditer. Voilà. C'est-à-dire ouvrir tous ses sens et être à l'écoute de tous ses sens. Voilà. Pour moi, c'est primordial pour éventuellement tenter, enfin du moins arriver à capter quelque chose. C'est très rare que ça arrive, pour ma part. Eh bien moi, étant de confession bouddhiste, eh bien, je crois à tout ce qui est aura, je pourrais qualifier ça de puissance énergétique, c'est-à-dire de force qu'on a en soi, on pourrait qualifier ça aussi comme une âme, enfin, vous voulez vous l'expliquer comme vous le voulez. Je crois à une puissance intérieure, voilà. Et pour moi, en se concentrant bien, on peut la ressentir, ou on peut essayer du moins de s'ouvrir aux autres et au monde, et donc de ressentir la présence. Après, c'est comme ça que moi je le ressens. Ok. Alors moi, je vais répondre d'une manière un peu plus physique. Moi, quand je ressens une entité, en fait, ça peut se montrer sur différentes façons. Alors, ça peut être soit des maux de tête, la nuque qui se bloque,
Voilà, c'est surtout comme ça. Que si je commence à avoir vraiment cette sensation-là, je me dis, bon, c'est qu'il commence à se passer quelque chose. Après, c'est les poils qui se dressent, par exemple. Voilà, c'est vraiment beaucoup plus physique, voilà, me concernant. Une sensation de chaud, Une sensation de chaud, une sensation de froid. Mais voilà, ça commence vraiment par de mal-être, oui, le cœur qui s'emballe, des difficultés à respirer. Voilà, c'est vraiment très physique. Et après, c'est tout un phénomène médiumnique qui se met en place. C'est là qu'après, c'est des images qui me viennent, des choses comme ça. Mais ça commence vraiment par des sensations vraiment dans le corps, vraiment des sensations physiques. Là où je ressens bien la présence d'une entité, c'est quand elle me pompe mon énergie. Qu'à la fin, ça arrive des fois sur certaines vidéos, on le voit, je suis complètement mort. Mais genre réellement, je suis vraiment fatigué à un point pas possible, mais d'un coup, en quelques minutes. Donc c'est aussi une sensation physique aussi. Également. Aline Bastien. Pourquoi certains ont des dons et pas d'autres? C'est le jeu du destin. Exactement, voilà, c'est le jeu du destin. Pourquoi il y en a qui ont les yeux bleus? Pourquoi il y en a qui ont les yeux marrons? Pourquoi il y en a qui savent naturellement, je sais pas, naturellement faire quoi, être bon pour la cuisine, hein, et pas d'autres. C'est un don. Voilà, un don médiumnique, que ce soit de la clairvoyance, la clairaudience, être clairsensitif ou autre, on est comme ça. Ben justement. C'est tout simplement à la naissance, ça peut être familial aussi. C'est souvent des dons qui se transmettent par filiation. Voilà, donc c'est un peu le jeu de la roulette russe. Donc c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de facettes qui ne sont pas connues et qui ne sont pas utilisées. Mais je ne pense pas non plus que tout le monde puisse naître non plus avec un don en parapsychologie. Nous ne sommes pas tous des médiums en puissance, je ne pense pas. Voilà, donc comme on disait tout à l'heure, c'est le jeu du hasard. Tout simplement. Ah, Bruno Nat. Corporelli. Yeah, Bruno. Alors, pensez-vous étendre vos enquêtes à une échelle nationale? Pourquoi pas? Des pépettes. Ah ouais? Des pépettes. Alors pourquoi pas, oui, ce serait intéressant. Après, c'est une question de temps et de moyens. Et surtout de moyens. Voilà, donc il faut savoir qu'on n'a on ne touche absolument pas d'argent, on fait tout ça, c'est bénévole, nos enquêtes sont bénévoles, et donc les frais de déplacement, d'hébergement, etc., on prend tout à notre charge. Donc, pour l'instant, on est à un niveau régional. Éventuellement, faire des enquêtes, je dirais, un peu éloignées, ponctuellement, pourquoi pas. On va tenter d'en mettre en place. Mais autrement, voilà, c'est assez limité. On peut pas, à moins qu'on perçoive des dons. Voilà. Voilà, il y a que c'est le seul moyen, ou alors éventuellement, mais c'est encore embêtant de demander des participations aux frais chez qui on va enquêter, parce que on n'est jamais sûr du résultat, on n'est jamais sûr de est-ce qu'on va apporter quelque chose de positif. Et puis dans cette enquête. Et puis il y a autre chose aussi, en demandant une participation aux frais, le problème c'est que toutes les personnes qui sont en demande ne partent pas sur un même pied d'égalité. Parce que tout le monde n'a pas les moyens non plus de pouvoir participer financièrement à la venue d'une équipe. Exactement. Donc ça veut dire que c'est une personne qui n'a pas les moyens, c'est la laisser avec ses problèmes. C'est ça, c'est un peu, donc tout à fait ça, c'est un peu gênant. Voilà, donc à part à votre bon cœur, messieurs, dames, il n'y a pas d'autre solution pour pouvoir étendre notre activité à une échelle nationale. Êtes-vous revenu sur l'enquête chez Laetitia? Alors Bruno, on ne va pas te répondre tout de suite. Secret professionnel. Voilà, t'aimes beaucoup les secrets professionnels, toi. Hein, tu vas le savoir très vite. Ouais. En gros, ça veut dire oui. Mystère. Mystère. Ouais. Question de Philippe, de Vildis. C'est pas frustrant de savoir que l'endroit où tu enquêtes est occupé et de ne pas les voir? Moi, je dirais franchement, c'est frustrant. Moi, ça me frustre. J'aimerais bien les voir.
Moi, ce que je trouve frustrant, c'est... Alors, ça va être vous paraître bête la façon dont je vais vous le dire, mais je trouve ça frustrant de ne pas les voir avec mes yeux, en fait. J'aimerais bien les voir comme je te vois toi, ou comme je te vois toi, quoi, en fait. Moi, je dirais que c'est... Je les vois dans ma tête, pas bon, ça. Ça, je trouve ça très, très frustrant, quoi, en fait. Voilà. Une question de Christophe Godignon. Quelle est la plus marquante expérience paranormale lors d'une de vos enquêtes? Bon, ben ça, je crois qu'on y a un petit peu répondu tout à l'heure, en fait. Oui, Ouais, oui. c'était le bunker. Oui, puis après, en fait, dans l'absolu, c'est tout marquant. Oui. Toutes les expériences qu'on vit à chaque fois, elles sont, même si elles sont très similaires, c'est à chaque fois différent. Ah si, c'est vrai que la dernière enquête qu'on a fait, là, cette expérience de contact avec la caméra IR, j'ai trouvé ça vachement intéressant quand même. Ça, c'était pas mal. C'était la première fois qu'on avait cette interaction. Alors, moi, personnellement, ça a été le bunker. Parce que moi, je le sens encore. Donc, quel moment du bunker? Ah, moi, ça a été l'extérieur, c'est certain. Et toi? Moi, ça a été plutôt l'intérieur du bunker. C'était aussi pareil. c'est intéressant. L'extérieur et tous les deux, c'est l'intérieur. Mais le ressenti, vraiment, l'expérience donc dans le bunker, c'est quand on monte les escaliers et qu'on s'arrête un moment. Ah oui, c'est vrai cette histoire. On était trois. Il y avait... C'était vous deux et... Julien. Voilà. Ouais, c'est ça. Et c'est après que moi, Shining et Narco, nous sommes entrés. Et que donc moi, mon truc le plus marquant, qu'ils n'ont pas réussi à filmer, c'est que j'ai réussi à avoir le MF à 10 entier. Ouais, dans un bunker où il n'y a aucune électricité, hein, parce que c'est abandonné depuis... On a vérifié surtout. Bah non, on est repassé. Il n'y a aucun courant, de toute façon. C'est un endroit abandonné. Et donc c'était pas dans la vidéo, donc voilà, petit... Parce que ça n'a pas été filmé. Voilà. MF à 10. Voilà. Donc voilà, mais c'est vrai que l'expérience au niveau de l'escalier, quand on a commencé à être mal à la tête, envie de vomir, tout ça, et qu'après on a eu confirmation après au niveau des analyses avec cette entité qui nous dit attention, gaz qui tue, je crois que c'est ça. Attention, gaz qui tue. C'est vrai que ça a été quand même une sacrée expérience quand même, c'est vrai. Et bon finalement, on a bien fait de faire demi-tour. Alors, Tiffany Rodriguez, quel appareil utilisez-vous? Alors, tout appareil qui peut nous donner des indices et des preuves, tels que appareil photo numérique, dictaphone pour pouvoir enregistrer le son, les voix, le son, le bruit. Nous avons également des lampes torches, capteur CEM, donc de champ électromagnétique, qui permet de mesurer en temps réel les charges donc, électromagnétiques ambiants à l'endroit où ils se trouvent. C'est un outil où on pourrait revenir plus en détail sur comment il fonctionne. Tout à l'heure, on va revenir parce qu'on a une question qui va dans ce sens-là. Bon, alors, voilà. Donc, capteur CEM, les caméras IR. Voilà, caméscope, caméra infrarouge, tout ça. Ça peut être aussi talkie-walkie. Tout ce qui peut nous permettre... ordinateur portable. Voilà. Bon, ça c'est pour les appareils qui sont dits d'aujourd'hui contemporains. Ça c'est la partie scientifique, technique, on va dire. Voilà, scientifique, technique. Et après nous utilisons également donc, des ustensiles beaucoup plus ésotériques. Oui, des fourchettes, des couteaux. Non, ça c'était pour la partie ustensiles, pardon. Donc table de Ouija, par exemple. Hein. Table de Ouija, pendule, bougie, encens. Voilà. C'est un outil, c'est vrai. Mais moi-même, en tant qu'outil. Oui, il y a aussi. Donc, voilà. C'est un bel appareil. Sans pile. Un peu rustique aussi. Hein, voilà, je date de 74 en même temps. On fait ce qu'on peut. Hein. Bon, alors, ok. Non, on n'a pas fini. On n'a pas fini avec Rodriguez. Excusez-nous. Alors, peut-on développer notre médiumnité? Si oui, comment? Oui, bien sûr, comme tout don, un don se développe. C'est normal. Quelqu'un qui va naître, comme on disait tout à l'heure, en étant naturellement doué pour jouer du piano, si la personne ne s'entraîne pas, elle n'ira pas bien loin. Mais pour la médiumnité, c'est la même chose. Alors, comment? Alors déjà, moi je dirais la méditation, savoir énormément apprendre à savoir faire le vide, à lâcher prise. Et savoir aussi se faire confiance. Voilà, apprendre à savoir se faire confiance. Parce que, avant de me dire, quand je recevais une image ou une date ou un nom, ou peu importe, de me dire que c'était
réellement quelque chose que je recevais de l'autre côté, il m'a fallu du temps. Il a fallu que j'apprenne à faire confiance à ce que je recevais. Parce que les premiers temps, je ne vous cache pas que je me disais, j'ai beaucoup d'imagination, hein, j'ai un cerveau qui marche énormément. Comment savoir si ce que je reçois est réel? Tout simplement, quand je recevais quelque chose, je faisais des recherches derrière pour essayer de calquer au plus proche de la réalité. Donc voilà, donc une fois que j'ai commencé à avoir des réponses sur ce que je recevais, j'ai appris petit à petit à laisser tomber toutes les barrières, tous les doutes que j'avais, tout ça. Et petit à petit, ça m'a aidé à développer ce don que j'avais, tout simplement. Voilà. Question de UFRP. Ouais, Nicolas, quoi, vas-y, planque-toi derrière l'UFRP, on t'a pas reconnu. Hein. À quand des photos de vous? Dans 20 ans. Pourquoi faire? Ah, ça c'est question de Nicolas. Hein. Alors Nicolas, pourquoi des photos de vous? Pourquoi tu veux des photos de nous d'abord? Tu vas en faire quoi? Psychopathe. Dis-moi déjà d'entrée, parce que là j'ai pas trop confiance. Tu vas faire quoi? Tu vas les mettre sur des sites de rencontres? Tu vas faire quoi avec? Pas besoin d'avoir de photos de nous, tu nous vois dans les vidéos. C'est vrai? Tu nous vois là. Pourquoi nous voir On est là. Pourquoi nous voir écran? Hein? Voilà, tu nous imprimes. Allez, venez. Allez, imprime écran pour Nicolas de l'UFRP. Voilà. Ok. Allez, on continue. Question de Catherine Lalique. Comment l'équipe s'est-elle rencontrée? En fait, nous sommes une équipe familiale. Voilà, en fait, papa, maman, Ouais, c'est ça, et bébé. on s'est rencontrés bébé. à la maternité, on s'est rencontrés. Voilà, nous trois, on s'est rencontrés à la mater, hein. Tu nous as rencontrés là, hein, c'est ça. Et nous, voilà. nous sommes rencontrés il y a trop longtemps. Non, c'est très Ouais. Ah, vous l'avez dit trop, mais bon. Voilà. Et depuis combien de temps faites-vous des enquêtes? Bah, nous, ça, en tant que couple, ça fait très longtemps qu'on en fait. Ça fait combien de temps maintenant? Ça fait trop on peut longtemps pour dire. qu'on le dise. Ouais, ça doit faire plus de 20 ans. En fait, ça fait plus de 20 ans qu'on fait. C'est vrai que c'est tout récemment qu'on met en ligne. Bah oui, parce qu'on est des vieux, nous, donc automatiquement, Internet, YouTube et compagnie... on n'est pas des vieux, mais disons que... Bah, il y a 20 ans, mon gars, ça n'existait pas. Il y a 20 ans, voilà. Magnétoscope, ça c'était- existait. Non, mais en plus, on n'était pas dans une démarche forcément de se filmer, etc. Non, Donc, c'est vrai. c'était pas... Ça, c'est les Américains qui nous l'ont donné, hein, Ouais, cette idée. on n'était pas trop dans le truc d'essayer d'amener des preuves, en fait, puisque déjà, c'était... On cherchait des réponses c'était- pour nous-mêmes. Voilà, c'était déjà des expériences personnelles, je dirais. Voilà. Et c'est vrai que depuis quelques temps, là... ça En fait, on s'est remis Enfin, on a commencé à partager, en fait, ce qu'on avait, tout simplement, depuis 2009. Ouais, ça Avec fait la TCI. Ouais, on a commencé avec la TCI. Voilà, c'est transcommunication instrumentale, vidéo et audio. Voilà, et puis en fait, on avait laissé tomber un peu pendant pas mal de temps quand Mister Bébé est arrivé. Et puis on s'y est remis donc dans quelques années maintenant. Voilà. Donc ça fait bien 2 ans que nous avons repris le chemin des enquêtes. Ça fait plus que ça. Parce que tu Oh, me demandes, t'as Non, la mais on faisait de la TCI en 2009. ouais. Donc oui, les enquêtes, oui, ça fait quelques temps. Voilà. Alors, question de Richard Falek. Quand on fait des rêves bizarres, est-ce que ça veut dire qu'une entité vous parle? Non, pas forcément. Heureusement qu'à chaque fois qu'on ne fait pas un rêve bizarre, une entité vient nous tenir le crachoir. Heureusement, parce que sinon on deviendrait tous à moitié fous et on prendrait tous le chemin de HP. Hein, je crois pas. Non, je pense pas que... Non, des rêves bizarres. En plus, ça veut dire quoi, un rêve bizarre? C'est... Un rêve étrange. Oui, d'accord, mais enfin, c'est vague, un rêve étrange. Non, je n'irai pas jusqu'à dire que toutes les personnes qui font des rêves étranges sont en contact avec des entités. Non, je ne dirais pas ça. T'en as des questions, hein? 4 questions. Celle-là, on est déjà répondu. Alors, pourquoi vous êtes-vous lancé dans la chasse aux fantômes? Bon, ben ça, on l'a dit tout à l'heure. Ce On terme a chasse aux répondu- fantômes. Oui, déjà, chasse aux fantômes, on n'utilise pas ce terme. Nous, on utilise le contact avec les entités. Je pense qu'on y a déjà répondu tout à l'heure.
Comment avez-vous recruté vos coéquipiers pour CALD? Eh ben, en fait, on s'est recruté tout seul. Et après, on s'est reproduit. Et après, on s'est reproduit. Hein. et on a obligé le petit à venir parce que de toute façon, il n'avait pas le choix. Donc, voilà, faire de la main d'œuvre. Parce que nous sommes des parents abusifs, il faut le savoir. Voilà. Alors, avez-vous déjà refusé des enquêtes? Si oui, pourquoi? Alors oui, on a refusé des enquêtes. Alors pourquoi on a refusé des enquêtes? Tout simplement parce que quand une personne nous contacte pour nous demander de nous déplacer à son domicile, nous prenons le temps déjà de discuter avec cette personne. C'est moi qui m'en occupe, je lui demande de nous raconter plus ou moins les phénomènes qu'elle rencontre chez elle. Suivant ce que la personne me raconte, suivant la façon dont la personne présente les événements et se présente elle-même, il m'arrive de me dire que cette personne a l'intention de venir, de nous faire venir tout simplement pour se moquer. Ouais, par curiosité. Voilà, par curiosité ou pour se moquer. Voilà. Donc à partir de là, nous n'avons pas de temps à perdre. Notre temps, nous le consacrons aux personnes qui ont réellement besoin de nous, pas aux petits plaisantins qui ont envie de s'amuser, soit sur le compte du CALD ou soit sur le compte du paranormal tout court. Voilà. Donc en général, quand nous refusons des enquêtes, c'est pour cette raison-là, ou tout simplement pour un problème de distance, voilà, de localisation. Si vraiment l'enquête est vraiment beaucoup trop loin de notre domicile, je renvoie cette personne vers une autre équipe qui serait susceptible de pouvoir se déplacer plus facilement. Voilà, donc on continue, une question de Bruno. Est-ce le spiritisme qui vous a amené à faire des investigations? Ben, on a commencé par le spiritisme. Ben, en fait, oui, c'est la base. C'est la base. C'est la base. La base, ça a été expérience personnelle, expérience commune, spiritisme associé et enquête. Alors dans le spiritisme, on entend bien toutes les pratiques qui ont trait au spiritisme. Moi personnellement, j'ai commencé le spiritisme, j'étais vraiment adolescente, j'avais 14-15 ans. C'était les... Ouija. Non, c'était même pas le Ouija, c'était tout simplement les grandes feuilles de papier avec les lettres et le verre, tout simplement. Après, on a continué avec le Ouija et après, tout simplement, la TCI. La TCI, qui pour ma part est une pratique de spiritisme, au même titre que les autres. Et tout aussi dangereuse, d'ailleurs, que les autres. Alors, ce n'est pas une question qui est posée, mais c'est une question que je vais me faire un plaisir aussi de traiter. Parce que je suis toujours en train de lire sur Internet, ah, attention, Ouija, oh, c'est dangereux, n'achetez pas une planche de Ouija. Mais c'est pareil, n'achetez pas un magnétophone. C'est exactement la même chose. Le Ouija, ça a commencé dans les années 1800. C'était les premiers modes de communication de l'époque avec les tables tournantes. Parce qu'à l'époque, les magnétophones, les ordinateurs, tout ça, ça n'existait pas. Maintenant, toutes ces méthodes existent, mais elles sont tout aussi dangereuses si on ne sait pas les appliquer. Donc si vous avez peur du Ouija, si vous ne savez pas utiliser ces modes de communication, n'utilisez pas le reste non plus. Vous faites appel à des personnes qui savent de quoi elles parlent et qui savent ce qu'elles font, tout simplement. Voilà, donc ça c'était la petite parenthèse qui était... Pour appuyer ce que Odile vient de dire, surtout que le coup de Ouija, attention c'est dangereux le Ouija et tout, ça a été surtout bien appuyé par tous les films. Par toute la cinématographie qui a rendu le Ouija avec les films comme Paranormal Activity, Ouija... Merci les Américains. Comment faites-vous le choix de vos enquêtes? Par intuition ou opportunité? Eh bien les deux déjà, parce qu'il faut l'opportunité, il faut qu'on puisse le faire, qu'on ait les autorisations, tout ce qu'il faut. Si ce sont des propriétés privées, il faut qu'on ait le droit, l'accord des propriétaires et tout pour y aller. Et aussi par intuition, car l'intuition, qu'est-ce que c'est? L'intuition, c'est qu'on sent que dans cet endroit, il y a des entités. C'est-à-dire si on fait une enquête, on fait d'abord un premier tour avant de faire l'enquête, si on y a le droit d'y aller. Et les différents enquêteurs analysent l'endroit, réfléchissent à justement s'ils ressentent des entités ou pas. Voilà, donc c'est les deux, c'est intuition et opportunité. Elles sont complémentaires. On continue. Christophe Godignon, encore. Quelles sont vos approches scientifiques dans ce domaine?
question À pour toi, toi. Thierry. Alors, les approches scientifiques, elles sont déjà liées au matériel qu'on utilise. Donc, l'approche, ça va être une tentative d'analyse des phénomènes qu'on pourrait détecter sur donc, les images, les photos, les vidéos, le son, les bandes audio. Ça, c'est le premier côté, on va dire, c'est la première approche, point de vue scientifique. Après, on va, donc, suite à l'utilisation de ces appareils, on va tenter déjà de démystifier, c'est-à-dire qu'on va tenter de rendre le phénomène explicable. Quelle technique utilisez-vous pendant une enquête? Toutes les bonnes techniques. Bah, on a déjà, en fait, on l'a déjà dit dans la précédemment. On utilise quoi comme technique? Technique visuelle, en photographie, vidéo. On essaye de capter des domaines susceptibles de pouvoir se produire. Audio, enregistrement de PVE, de bruit, de choses qui pourraient nous paraître inexplicables. Quelquefois, Et expériences personnelles. les expériences personnelles. Et au maximum, tenter de démystifier tout phénomène qui pourrait se produire. Voilà. Tout simplement. Car tout n'est pas paranormal. Heureusement aussi. Voilà, donc si on peut démystifier, quitte à reproduire un phénomène, ça aussi, c'est des choses qui se font. Hein, on essaye de reproduire le phénomène pour voir si c'est un phénomène qui est rationnel. Voilà, et quand on ne peut pas, quand on ne peut vraiment pas expliquer ce qui s'est passé, le phénomène se retrouve dans les épisodes qui sont montés. Voilà. C'est pour ça que sur des enquêtes qui vont durer 5-6 heures, vous avez une vidéo qui va durer 20 minutes. Parce qu'il y a énormément de phénomènes qui sont mis de côté, car ils sont tout à fait rationnels. Ah oui, Voilà. si on part sur une base de 6 heures d'enregistrement, ça aurait été très facile de faire des vidéos de 4 heures avec des phénomènes tout à fait explicables. Hein. Un toc 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 qu'on entend dans une pièce, si on crie au fantôme, le phénomène va se retrouver dans notre vidéo. Maintenant, si on est sérieux et honnête surtout, ça ne se retrouvera pas dans la vidéo tout simplement parce que ça a été une bassine qui a été oubliée dans une autre pièce avec de l'eau qui a coulé dedans. Tout simplement. Voilà, donc Christophe Godignon. Voilà, alors Zachary Mars, je ne sais pas comment C'est ça pas s'écrit. Maz plutôt, t'as écrit Mars. Mars. Zachary. Là, c'est pareil. Zachary, tu te reconnaîtras. Donc le moment le plus effrayant que tu aies vécu, enfin que nous ayons vécu, on y a répondu. Bunker, extérieur et intérieur. Voilà, et Christophe Godignon encore. Sous quelle forme d'énergie sont faites les entités? Waouh, ça c'est de la question. Hein. Alors, on ne sait pas. Voilà, on va être honnête, on ne sait pas réellement de quoi sont faites les entités. La seule chose qu'on peut dire, Thierry, je pense que tu vas pouvoir me dire si j'ai raison ou pas. Moi, personnellement, j'aurais tendance à dire qu'elles sont faites d'énergie spirituelle, électromagnétique. Dans le sens qu'elles sont captées par nos capteurs EMF. Il y a des centaines de théories là-dessus. Et oui. Il y en a qui disent que c'est une source électromagnétique. Il y en a qui disent que c'est plus spirituel et ce serait plus du domaine, je dirais, psychique, l'énergie psychique. C'est pas très scientifique. Donc, ça, mais personnellement, c'est ce que je pense moi personnellement. Mais de toute façon, si on parle scientifique là-dessus, on n'a aucun. Exactement. On n'a aucun moyen, il n'y a eu aucun test. Exactement. Le jour où on attrapera un fantôme, on dirait une âme, une entité. Sans croiser les effluves. Sans croiser les effluves, on le saura. Mais c'est une forme d'énergie de toute façon qui agit sur les détecteurs. Alors, et sur les détecteurs et sur les outils qu'on dispose à l'heure actuelle. Voilà. Donc peut-être dans le temps, on pourra plus analyser de quoi est fait une entité. Voilà, on a fait le tour des questions.
Moteur, action. C'est bizarre. Non, allez. 1, 2, 3. On peut pas. Bonjour à tous. Mais la con. Et toi, mais surtout, arrête. Mais elle fait le con aussi, attends. C'est pas On moi. recommence parce que t'as pas dit bonjour à tous, toi. En fait, il me faudrait une bannière cale derrière. Ouais, tu Ouais, mais veux on pas l'a pas. aussi des drapeaux caldes avec le bob calde. T'as. Nous avons des bob caldes, des chaussettes caldes et même des caleçons caldes. Alors, le mug cal, c'est à 15 Des euros. caleçons. Non, tu redis ce que t'as dit tout à l'heure. C'est quoi que j'ai dit? Oh putain, l'angoisse. Oh, le Ah mug. oui, ça y est, ça y est. Allez, stop. Chut. Juste lui qui fait le mug. Allez, stop. Arrête de me monter dessus. Ah ouais, franchement, tu l'esquives. Nous devant, toi derrière. T'as les oreilles froides. Allez, stop. On y va. On est sérieux. Mais le mec, j'y étais. Oh, le mec, il se fait une tirade entière, con. D'après voilà, ça me vient pas. Alors, comment on fait pour la ressentir? Bah déjà, il faut ouvrir ses chakras. Putain, mais cherche pas d'excuses, là, tu sais que c'est un chakra. Si vous ouvrez pas vos chakras, ça ne marche pas. Allez, go. Comment Comment Peut-être. Peut-être que le ou les malfaiteurs, un rapport musulmano-islamico-arabe ont laissé des traces de kebab halal. Tu veux appeler un fantôme? Chez toi, c'est trop calme. Tu t'ennuies? Envoie Ouija. Ouija. O-U-I-J-A au 3606. Je ne fume pas. Je vapote. Ouais. Pas pareil. Et vous êtes parti derrière vous? Oui, on sait. Si je vous dérange, vous me le On dites. écoutait. Non, non, parce que sachant qu'on demande sur l'instant, non, parce que ça voudra dire qu'après on les voit. Donc c'est pas frustrant, parce que quoi qu'il arrive, à un moment on les verra. Donc on verra qu'ils sont là. Donc non. Et après, si on dit qu'on ne les voit pas pendant l'enquête, mais après l'enquête, ce sera pas frustrant car on saura après qu'ils sont là. Et donc on s'est déplacé pour une raison et non pas pour rien. Donc ça voudrait dire qu'on aura été utile. Donc dans un sens, non, c'est pas frustrant. Waouh! Bah, c'est pas frustrant dans le sens que, enfin, selon moi, parce que faut pas partir du quoi? Non mais c'est bon, tu t'es exprimé. Mais ça va. Bah, c'est parce que j'ai pas le don de les voir avec mes yeux. Parce qu'il faut changer le filtre des yeux. C'est ça. Secret professionnel. Exactement. Top secret. Allez, stop, on y va. Attends. Ah, Ça me réveille. Eh bien, nous espérons que... C'est toi. Disons au revoir. Et nous vous souhaitons à bientôt pour la prochaine enquête du CAD. On va revoir. reprendre. Ciao. Non, mais on va reprendre parce que nous vous souhaitons à bientôt. Qui c'est qui a dit nous? Nous vous disons au revoir. Bon, alors nous vous disons au revoir. Allez-y. Ok, moi je dois dire nous disons au revoir. Nous vous disons au revoir et nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine enquête du CAD. Avec- On va faire du... Alors viens, on essaie de dire une phrase chacun, c'est rigolo ça. Bah, nous quoi? Tu dois dire quoi? Alors, nous espérons que cette vidéo... Non mais attends, il faut que je répète. Sinon... C'est une phrase. Allez, Bien sûr. Super. Julien Lepers. Merci beaucoup et secret professionnel. Eh bien, nous espérons que cette petite vidéo de questions-réponses vous a plu. Nous vous disons au revoir et nous vous donnons rendez-vous. Pour la prochaine enquête du CAD. Au Au revoir. revoir. Il a fait quand même sa tirade de 20 Ça a été la fin la plus longue de l'histoire.
Si vous habitez Marseille et ses environs et êtes témoin de phénomènes inexpliqués, n'hésitez pas à nous contacter sur Facebook ou par mail.